On est de retour dans Jam & Talk et j'ai le plaisir de discuter avec Yélisée et Éloi qui font partie du chaudron des alternatives. Bonjour Yélise, bonjour Éloi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Moi, ça va super bien. Je suis un peu gênée par le micro devant le menton, mais on s'y fait. Voilà. Moi, je suis impatient de la suite. Eh ben, on commence du coup avec une question peut-être un peu générale sur le chaudron des alternatives. C'est quoi un peu l'histoire de ce collectif? Comment est-ce qu'il a été créé? Voilà. Alors, le collectif, il existe depuis maintenant plus de 3 ans, 4 ans. Avec le coup. 5 ans. Merci Éloi. Depuis plus de 5 ans. Les années confinement, je les compte pas en fait. Elles n'existent plus dans ma vie. C'est une parenthèse. Et donc c'est un collectif informel de gens réunis autour des questions écologiques solidaires. Et on a choisi volontairement le collectif informel pour avoir une gouvernance horizontale et partagée. Et pour essayer de se sevrer de toutes les strates administratives qui nous embêtaient de manière dans la gestion rigoureuse d'une association, par exemple. Et donc, on avait vraiment envie d'avoir un collectif où on se sent bien, où on a envie de porter avec une joie militante les actions qu'on a envie de porter par rapport à tous les projets inutiles, incohérents qui nous dévastent. Et d'essayer de se réunir ensemble pour proposer des alternatives et une autre façon de voir la vie, un autre rapport au monde, et tout en étant aussi dans une certaine forme d'opposition citoyenne, en portant haut et fort la joie comme une vraie force politique et citoyenne. Au début, le chaudron des alternatives a justement été un mélange de gens qui étaient déjà impliqués dans des luttes locales pour défendre la dépollution de terre ou s'opposer à des projets inutiles. Des gens qui avaient déjà des expériences militantes, soit politiques, soit en lien avec Alternatiba et la proposition d'alternative, ou les mouvements de désobéissance civile liés au climat. Donc déjà des gens expérimentés et en même temps en fait tout plein de tout frais militants qui ont un peu fait leurs armes avec nous au fil du temps, et puis chacun a amené sa patte ou sa couleur, voilà, que ce soit plus créatif ou plus déterminé dans le militantisme. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, c'est que chacun et chacune se sentent bien dans la manière d'agir et que le mode d'action soit vraiment une réponse en fait à une forme d'un système qu'on refuse, mais tout en veillant à notre autorégénération, c'est-à-dire à se sentir bien en fait dans ce milieu. Et du coup, on peut avoir des actions très positives, comme par exemple la fête des alternatives, où certaines personnes vont se sentir plus impliquées, vraiment, comme Mélanie par exemple, que je ne citerai pas, qui a vraiment œuvré pour qu'on ait une belle fête, mais et d'autres personnes qui portent en elles un peu cette colère face à ce système destructeur et qui ont envie de faire bouger les choses différemment. Et ce qui est vraiment agréable, c'est le non-jugement d'un côté ou de l'autre, la manière de comprendre que les deux formes d'action sont tout à fait complémentaires et qu'on a besoin des deux formes d'expression, et surtout qu'on garde cette liberté d'expression au sein de notre collectif pour que chacun et chacune puisse s'épanouir de la manière qui lui soit la plus convenable, quoi. Et du coup, on n'a même pas précisé, mais le chaudron, du coup, il est basé à Célestat. Donc, pas en métropole comme à Strasbourg, comme beaucoup de groupes militants écologistes. Ce qui fait que, du coup, vous êtes aussi mobilisés sur des luttes qui sont beaucoup plus proches du milieu rural ou agricole, sur l'artificialisation des terres, etc. Est-ce que vous voulez donner un peu des exemples qu'il y a là-dessus, des luttes qui ont été menées ces dernières années ? Ouais, ce qui a un peu mis le pied à l'étrier du chaudron, c'est l'annonce d'un projet d'élus de la communauté de communes de Bar d'accueillir un entrepôt logistique de Amazon sur la commune de Dambach-la-Ville, dans une zone d'activité qui marchait pas trop jusque-là. Donc pour l'instant, ça restait des terres agricoles, même si c'était prévu à l'aménagement. Et pour l'image de Amazon, c'est politique managériale, fiscale, déloyale, etc. L'impact sur l'environnement de la multiplication des livraisons. On avait toutes les raisons du monde de s'opposer à Amazon, et à ce moment-là, ça a fait écho avec des résistances un peu partout en France à d'autres projets d'implantation de Amazon.
Et donc, d'une part, on avait une forte motivation parce que c'était tout près de chez nous. Et d'autre part, on a eu très vite de l'écho à la fois à l'échelle locale avec des militants de plusieurs groupes strasbourgeois qui nous ont prêté main forte, mais aussi les Amis de la Terre qui avaient une chargée de campagne à l'échelle nationale qui nous ont soutenus dans ce projet de lutte contre l'implantation de Amazon. Et je pense que là, on a vraiment passé un cap parce que on a gagné. Déjà, on a gagné. Les élus ont renoncé à accueillir cet entrepôt Amazon. Et en même temps, on a tous énormément gagné en expérience. On a rempli les boîtes aux lettres de villages entiers avec des flyers. On a organisé des manifs sauvages pas déclarés sur des ronds-points. Donc en termes et puis des manifs dans des villages où il n'y en avait pas eu depuis des décennies, des manifs politiques. Donc ça a été super motivant, toutes ces découvertes et ces expériences militantes pour nous qui, en plus, ont abouti à une victoire. Même si Amazon continue à se développer partout ailleurs, et dans ce sens-là, on n'a pas vraiment gagné contre Amazon, mais en tout cas, à notre petite échelle locale, une première victoire. Et c'est ça aussi, le fait d'être en zone semi-rurale, on va dire, parce que Célestat, ça reste le centre-Alsace. Ce qui est chouette, c'est que nos luttes, elles sont complètement ancrées dans un territoire aussi de manière locale. Du coup, elles ont un sens. C'est-à-dire que quand on nous dit il y aura un entrepôt Amazon, c'est à 2 km de chez nous ou 3. Enfin, et donc, clairement, ça impacte notre quotidien de manière hyper péjorative. Comme l'a précisé Elo avant, on n'a aucune bonne raison d'être pour ce genre de projet, sauf au niveau des lobbying politiques, des mafiosos politiques peut-être même. Et donc voilà, ça ancre aussi nos luttes dans quelque chose de très très concret. On n'est pas dans quelque chose, oui, alors il faut je sais pas, rajouter des papillons. Enfin, toutes ces actions sont complémentaires, hein. Mais là, clairement, on avait une cible qui était à côté de chez nous, et je pense que ça donne vraiment de l'ampleur à nos luttes locales, quoi. Et plus récemment, il me semble que du coup, il y a aussi eu beaucoup de mobilisation de votre côté contre Europa Valley. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu ce que c'est que ce projet et pourquoi est-ce que vous êtes mobilisés contre ça ? C'est un projet de la famille Mac qui est propriétaire de Europa Park et qui, visiblement, depuis quelques années, a une stratégie de développement en France. Ils ont déjà fait beaucoup parler d'eux parce qu'ils ont négocié un peu au forceps des dérogations aux règles d'urbanisme pour construire des bureaux sur des terres agricoles en bio dans le sud de l'agglomération de Strasbourg, à Plopsheim, voilà, avec la bénédiction des élus de la ville de Plopsheim et de l'Eurométropole. Et ils achètent diverses propriétés en Alsace. Et on a eu écho, une fois de plus, par la presse de leurs échanges avec des élus pour envisager de construire un grand parc de loisirs et d'hôtellerie du côté français du Rhin, à proximité immédiate du parc de Europa Park, et en même temps avec beaucoup de manque de transparence autour de ce projet. Finalement, on sent bien qu'il y a eu des échanges potentiellement approfondis avec des élus de la collectivité européenne d'Alsace, de la région Grand Est, voire même des représentants du gouvernement. Il y a une étude qui a été commandée par les collectivités locales suite à ces échanges pour évaluer l'opportunité économique pour les communes de soutenir ce projet. Mais aucune info concrète sur qu'est-ce qui peut se cacher dans ce projet d'aménagement, malgré de très très nombreuses demandes de notre part aux élus. Et l'étude commandée qui devait être révélée au mois de décembre dernier est toujours cachée et secrète. Et c'est vrai que ça nous occupe pas mal en ce moment. D'une part, d'un point de vue opposition, c'est-à-dire qu'on écrit des courriers, on est face à un déni démocratique de plus en plus aberrant, parce que c'est toujours lettre morte. On a organisé des manifestations, là encore des manifestations, comme l'a dit Éloi avant, des manifestations qui apparaissent historiques, parce qu'en fait, faire une manifestation comme on l'a fait à Plopsheim, où on a eu 150 personnes, finalement c'est pas énorme. Par exemple à Strasbourg, 150 personnes, ça représente rien. À Plopsheim, c'est la première fois de leur vie qu'il y a eu une manifestation politique à Plopsheim et qui a réuni 150 personnes. Pareil, on a fait une manifestation, une sorte de Vélorussion
transfrontalière, parce qu'un des arguments de la famille Mac, c'est ce côté francophile, c'est-à-dire qu'ils vont développer des projets au nom de l'amitié franco-allemande. Donc on avait envie de rappeler aux gens que l'amitié franco-allemande, c'est nous, c'est vous, c'est le lien qui nous unit, et c'est absolument pas des projets comme ça complètement gigantesques. Et donc on s'est mis en lien avec des collectifs amis au-delà de la frontière, notamment Jetzt Langst, et avec lesquels on a vraiment construit cette Vélorussion. On s'est tous retrouvés en vélo à Rhino, on a traversé le bac ensemble, on s'est retrouvés à Rust, et puis on a fait l'inverse. Du coup, les Allemands sont venus et nous, on y est allés. Et c'était un très très beau moment. On a fait un pique-nique convivial, un pique-nique partagé aussi ensemble. Et c'était aussi une manière, un pied de nez d'être dans une forme d'action d'opposition, tout en montrant que nous, les valeurs qu'on porte, le lien, il est là. En fait, il a pas besoin de ces gigastructures pour exister, et absolument pas de ces raisons économiques. Donc ça nous a aussi permis d'être inventifs et créatifs par rapport aux actions qu'on avait envie de proposer. Et là encore, on a fait beaucoup de tractage parce que au niveau du chaudron, sur ce genre de projet, on est un peu lanceur d'alerte. C'est-à-dire que, comme l'a dit Éloi avant, on a eu une petite info comme ça vaguement dans un journal. On s'est dit, oula, il se passe un truc. Et puis, on a creusé le sujet, on a cherché les documents, et après, on a fait des flyers, on a distribué, on a fait du boitage 2 fois, donc dans chaque boîte aux lettres de chaque village concerné par le projet, pour que les gens soient au courant, en fait, de ce qui se passe, de ce qui se trame, et qu'ils se rappellent que c'est chez eux, en fait. C'est pareil, là, encore une fois, c'est dans leur zone d'habitation qui serait directement menacée par ce genre de projet. Voilà, donc ça a permis, comme je disais, toutes ces actions d'opposition, et en même temps d'asseoir de nouveau toutes ces alternatives qu'on porte, en fait. C'est à un moment, quelles sont les questions à se poser? Est-ce que vraiment le développement économique du territoire doit passer par la destruction massive de notre environnement? Est-ce que c'est vraiment une forme de tourisme qu'on peut actuellement accepter? Alors pour nous, la réponse est claire et évidente. Pour les élus locaux, pas forcément. Pour les villageois et les villageoises, c'est une question qui ne se posait pas vraiment jusqu'à ce qu'on la pose, parce que la famille Mac jouit un peu de sa notoriété. Ça reste une entreprise entre guillemets familiale, avec un entrepreneur sympa qui est investi en France, qui propose de l'emploi. Donc voilà, on est face à des gens qui ont réussi à faire leur place. Et donc c'est un peu difficile de leur dire oui, mais là ils vont détruire 250 hectares de terres agricoles. Enfin, il y a 1500 voitures qui vont passer par jour dans votre village. Est-ce que vous êtes OK avec ce mode de vie là, en fait? Voilà. Ça fait écho sur plein de points avec tous les projets, en fait, les grands projets inutiles et imposés, s'ils ont un grand dénominatif commun, cette forme de chantage à l'emploi, de dire que en fait, ce projet va rapporter X salaire pour localement, etc. Et je trouvais ça assez malin, par exemple, dans l'opposition à Amazon, de mettre en avant les emplois que ça allait détruire dans l'artisanat ou dans le commerce de proximité. Donc, il y a aussi je pense une dimension aussi de déconstruction un peu de l'argumentaire en face pour faire valoir d'autres possibilités. Alors juste pour Amazon, ça a été entre guillemets facile parce que c'est documenté, ces pertes d'emploi. On a quand même, Amazon est un système qui existe depuis plus de 10 ans aux États-Unis. On a des études qui sont très très fiables, très documentées par rapport à tout ça. Et du coup, la destruction physique de 4 emplois et demi pour un emploi créé à Amazon a été clairement documentée. Pour la famille Mac, c'est un peu différent parce que la plupart des gens qui habitent dans ce secteur bossent déjà à Europa Park. Donc en fait, les emplois qu'ils vont proposer sont réels. En revanche, et là Éloi saura mieux le définir que moi, c'est des emplois dont on n'a pas besoin en Centre-Alsace et qui restent des emplois précaires et évidemment qui sont pas forcément épanouissants. C'est vrai que sur ce point-là, on voit qu'aujourd'hui, il y a un peu une vision du développement économique qui s'accroche au passé. Mais qui n'est pas du tout viable quand on regarde vers l'avenir. Déjà aujourd'hui, y a les gens qui veulent travailler dans l'hôtellerie ou la restauration ou l'accueil se raréfient. Toutes les entreprises galèrent à recruter. Donc ça n'a pas de sens d'essayer de développer en Alsace des emplois dans ce secteur-là. Et en même temps, c'est des secteurs qui sont les plus fragile un peu face aux évolutions géopolitiques, économiques. Europa Park dépend de plus en plus de tourisme de l'étranger, avec des gens qui viennent de très loin en avion. Et en fait, ce tourisme-là, si on respecte nos engagements vis-à-vis du climat, et même au vu de l'augmentation du prix des ressources naturelles, etc., il n'a pas d'avenir. Donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied
que d'augmenter notre dépendance au tourisme aujourd'hui, alors qu'on voit qu'en fait, on a tellement d'autres besoins, que ce soit dans l'alimentation, les économies d'énergie, le soin. Aujourd'hui, c'est vraiment critique la situation du soin à la personne. Voilà. On ne voit pas qu'est-ce que veulent chercher les élus en continuant à soutenir ce type de projet-là, qui répond à aucun besoin concret des habitants à proximité. Et donc voilà, face à ce monde un petit peu du passé, avec des valeurs complètement dépassées et pas du tout en phase avec les enjeux qui nous attendent demain, il y a toute cette dimension que vous mentionnez de faire aussi valoir des alternatives, des choses vers lesquelles on a envie de se diriger. Et donc ça fait déjà plusieurs années là que vous organisez une fête des alternatives à Célestat. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce côté positif de la lutte ? Ouais, c'est la best fête ever. C'est la meilleure fête du monde. Non, alors, ce qui est cool, c'est que, encore une fois, la force d'être dans un tissu d'associations, de collectifs qui sont en Centre-Alsace fait que ça reste une fête très populaire dans le sens fête du village presque, hein, parce qu'on a tout un village d'associations, voilà, des collectifs amis qui viennent en fait parler de leur lutte, de leur travail sur le terrain aussi. On essaye de le coupler à des conférences et surtout aussi à des bons moments, parce que ce qui était important pour nous, je regarde Mélanie pour être sûre de bien transposer ce qui était très fort pour nous, mais c'était vraiment de rappeler ce qui nous lie en fait, et on avait envie que les gens passent des bons moments, que en fait la culture militante ne soit pas reléguée à comme Darmanin aimerait nous faire passer comme des éco-terroristes, enfin voilà, on aimerait vraiment faire passer cette joie de vivre en fait, qu'avant tout ce qu'on kiffe c'est juste de faire la fête ensemble, de boire des coups et de parler de trucs sympas avec des gens super chouettes, et donc voilà, c'est des moments qui sont très très positifs parce qu'ils permettent vraiment l'autorégénération. C'est un concept que j'aime beaucoup parce que je le trouve très juste. C'est que dans le militantisme, en fait, je pense qu'on peut pas durer si on n'éprouve pas du plaisir, et si ce plaisir il est pas pérenne en fait, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement grand en face, ils ont des tels moyens de communication, on est peu de choses finalement par rapport à tout ça, on n'a absolument pas leurs moyens. Et puis personnellement, mon syndrome du sauveur, je l'ai soigné il y a longtemps, donc voilà, je sais très bien qu'on va pas sauver le monde en fait, c'est pas comme ça qu'on va le faire, mais du coup c'est des moments très forts qui nous permettent en fait de créer toute une réserve d'énergie positive pour toutes les actions à venir qui sont des fois un peu plus réverbatives, parce que écrire des courriers à des collectivités qui nous répondent pas, il y a plus kiffant dans la vie, mais en même temps il faut passer par là parce que on essaye d'utiliser malgré tout tous les outils démocratiques à notre portée, même si ceux-là sont clairement déficients aujourd'hui et qu'ils ne portent pas leurs fruits en fait. Aucune alternative démocratique est proposée par rapport à tous ces projets. On n'a jamais de discussion politique, et ça me surprend à chaque fois. Je veux dire, quand bien même un maire serait à fond pour son projet, mais qu'est-ce qui l'empêche de faire une réunion, de dire voilà, moi j'ai ce projet, je trouve qu'il est vraiment super chouette pour vous, machin, mais qu'on en discute. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on est obligé de soulever des lièvres, de regarder un peu ce qui se passe, ce qui se trame, il y a déjà des transactions de terrain en fait, et en fait c'est tout le temps ce mode d'action, de déni démocratique, tout le temps d'action en sous-marin, où finalement devant le fait accompli, quand on agit trop tôt, ils nous disent non mais le chaudron vous excitez trop tôt, et puis après c'est maintenant les PLU sont déjà modifiés, ça y est, l'autorisation est signée. Et en fait, ça nous rappelle bien que voilà, c'est compliqué de lutter contre ces géants. Et ces moments-là, ces fêtes des alternatives, ça nous permet de rendre la joie, quoi. Voilà. Je sais pas, est-ce que vous auriez envie de partager peut-être un petit souvenir justement de joie militante que vous avez vécu avec le chaudron, ou des moments un peu marquants, un peu forts de votre expérience militante ? Je pense que ce qu'on réussit particulièrement au chaudron, c'est à surprendre. Et je pense que c'est un bon exemple, c'est une des manifestations qu'on a aidé à organiser contre un second projet d'implantation d'Amazon en Alsace, à Ensisheim. On avait prévu plein de belles choses, et quand on est arrivé sur place, on voulait utiliser le terrain déjà complètement arasé par les bulldozers
pour se rassembler et les gendarmes avaient bloqué l'accès du terrain. Donc on se retrouvait de l'autre côté de la route, coincés les uns derrière les autres sur un petit chemin agricole. Et on a commencé par réussir à, en faisant gentiment monter la pression, leur faire céder du terrain et qu'ils nous laissent accéder un peu contre leur gré au terrain de l'Amazone. Et au fil de la journée, on a réussi à dérouler ce qu'on espérait faire, c'est-à-dire planter des légumes dans le terrain et accueillir un concert sur une remorque avec un bal populaire l'après-midi, avec un peu de pluie, mais aussi du soleil ce jour-là. Et beaucoup de joie et pas beaucoup de rage. Et vraiment prendre le contre-pied de ces projets nuisibles. C'était effectivement un super souvenir. Alors, le fait qu'on ait tous planté ensemble, c'était déjà très fort symboliquement. Et puis là encore, de faire jouer le réseau, la remorque, elle nous a été prêtée par un pote vigneron. Enfin voilà, du coup, il y a eu un concert sur cette longue remorque, des gens qui dansaient. Et finalement, je me souviens d'un moment très fort. C'est une photo qu'une amie a prise ce jour-là. Et en fait, il y avait une petite qui dansait comme ça, puis tu avais une colonne de force de l'ordre derrière. Et tu avais ce mouvement de liberté, cette grâce, parce que la petite n'avait pas du tout notion de tout ça. Et les forces de l'ordre, en fait, qui regardaient cette gamine danser devant eux, parce que ça passait pas comme un geste d'insolence, c'était tellement naturel. Et voilà, j'ai trouvé que c'était exactement ça, ce moment-là, ce côté, on dansera quand même. On apprendra à danser sous la pluie et c'est pas grave, on dansera quand même. Enfin, voilà. Donc oui, c'était un très, très beau moment. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous auriez envie de partager sur ce que ça vous fait de faire partie du Chaudron? Pourquoi est-ce que vous aimez y être? On a déjà plein d'éléments qui ont été donnés sur la joie, etc. Mais un petit mot de la fin. Moi, j'espère que le Chaudron soit encore capable de beaucoup surprendre nos voisins et nos élus. Et aussi inspirer des militants un peu partout pour qu'ils aient tous envie de surprendre et de sortir des sentiers battus et avancer sans trop se poser de questions. Et rendre tout ça accessible aussi. Je pense que c'est aussi une des forces du Chaudron, c'est le côté complètement hétéroclite. Comme le disait Éloi, on a vraiment des militants et des militantes de tout horizon. Et ça rend la lutte moins spécifique de groupe, un peu intellectuel, un peu bobo, qui se questionne sur. Enfin voilà, c'est juste, c'est simple, c'est basique et c'est nous et rejoignez-nous quoi. C'est parfait comme mot de la fin. Merci Élise, merci Éloi. Merci. Et on se quitte pour aller voir une jam.